Bonjour, moi c'est Paul. Avez-vous entendu parler du défi « Ma vie sans mon auto ». Les familles de la région de Québec ont décidé de repenser leur mode de déplacement. Bye bye l'auto solo. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi ces gens-là ont décidé de participer au défi. Pour l'environnement, pour sauver du temps, pour économiser de l'argent. Et vous, le feriez-vous? 4 familles, 4 réalités. Leur défi, vivre sans voiture pendant 2 mois. Suivez-les chaque semaine dans leur cocktail de transport. Et découvrez si au final, ils délaisseront l'auto solo. Bonjour, je m'appelle Étienne Grandmont, je suis directeur général d'Accès Transport Viable. Le projet qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une docu-réalité dans laquelle 11 personnes qui habitent à Québec, qui est une ville qui a un fort penchant pour l'automobile, ont décidé de relever le défi d'une vie sans voiture pendant 2 mois. Donc avec eux, pendant toute la durée de l'émission, on va découvrir les alternatives à l'auto solo, le transport en commun, le covoiturage, l'autopartage, la marche, le vélo. Et puis en partenariat avec Sa Marche Doc, il y a des experts qui, selon les thématiques, vont venir nous rencontrer, vous rencontrer, pour vous parler de transport, d'aménagement, de santé et d'économie. Donc, on espère que vous allez apprécier le projet. C'en est un beau. Bonne écoute. Cette semaine, à Ma vie sans mon auto. Je vais essayer de vivre sans auto. Fait que là, pour faire mon marché, ça va me prendre un chariot. J'ai eu un moment d'hésitation après avoir posé ma candidature. Finalement, je pense que c'est vraiment un super défi à relever. Ça va durer juste 2 mois. C'est pas long. Dans le quotidien, mes habitudes, c'est d'utiliser la voiture assez régulièrement. J'aime ça, utiliser l'auto. Fait que j'ai un peu l'impression que là, je vais être comme un fumeur qui doit arrêter de fumer, qui va devoir arrêter d'utiliser son véhicule. C'est comme tout changement d'habitude. Je vois ça que c'est comme changer l'alimentation. Bien, c'est difficile du jour au lendemain de dire « OK, j'arrête de faire ça », mais si tu le fais progressivement, c'est plus facile. Aujourd'hui, pas d'auto, ça ne fait pas facile. Fait que nous autres, on habite le quartier du Limoilou, plus précisément le vieux Limoilou. On est 2 adultes, moi puis mon chum, puis on a 2 enfants, 3 ans et 7 ans. Les garçons, est-ce qu'il y en a un de vous 2 qui vient avec moi chercher les paniers ou vous restez avec papa? Vous restez avec papa? Toi? C'est correct. Hein? C'est vrai qu'il y a de la pluie aujourd'hui, c'est un peu moins tentant. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé d'habiter un quartier qui est plus proche là, du centre-ville? C'est que, bien, de un, on a des transports en commun qui sont proches, il y a des pistes cyclables. On a d'accessibilité aussi au niveau des commerces, où on n'était pas intéressé à faire, je sais pas, moi, partir, aller sur l'autoroute pour aller, par exemple, faire l'épicerie ou des choses comme ça. On voulait quelque chose d'assez proche. Dans le fond, on avait déjà cette préoccupation-là de dire « Ah, on aimerait ça l'essayer ». Il y avait des gens autour de nous qui en avaient parlé, qui avaient déjà eu une voiture, puis maintenant on n'avait plus. On se dit « Ah, bien, nous aussi, on aimerait ça l'essayer », mais ça prenait juste la petite motivation, là, c'est ça, pour dire « OK, on arrête d'être paresseux, si on veut, puis essayer de changer les habitudes, là, voir comment on peut faire les choses autrement ». Mon déplacement pour le boulot, c'est vraiment pendant l'été puis l'automne en vélo, puis à partir de la fin de l'automne où j'ai pas fait encore de vélo l'hiver. Puis j'ai comme pas envie de... Je trouve que les routes sont un peu moins bien aménagées ici à Québec, comparativement peut-être à Montréal pour le faire, fait que je le fais à la course. Ça, c'est vraiment mon quotidien, de prendre le vélo, de le faire à la course là, pour me déplacer au travail. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est très régulier. Ouais. Oh.
Je pense que les principaux défis, ça va être... là, on est l'automne. À un moment donné, il va commencer à faire plus froid. Il va y avoir de la neige. Fait que c'est sûr que tout ce qu'on fait en vélo, ça va être un peu plus difficile, sauf si on décide de s'acheter un vélo qu'on peut utiliser l'hiver. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. C'est moi! Il pleuvait un petit peu. Hein? Quand on en a parlé avec la famille, bien, les réponses sont diverses. Sur le coup, des fois, les gens sont... Mais là, tu sais, comment on vous verra plus? Comment vous allez faire? Des fois, il y a des questions étranges aussi, là, tu sais, comment... Mais là, les garçons, si jamais ils sont malades ou si jamais, je sais pas trop, là, à Noël, tu sais, on va-tu se voir? Il va toujours falloir qu'on aille vous voir, tu sais. Puis là, non, on peut louer une voiture. Là, on leur explique un peu. Quand on explique que finalement, on est en ville puis qu'on a des choses à proximité, bien, la plupart des gens font comme « Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, vous êtes en ville. » C'est souvent ça la réponse. Si vous étiez en banlieue, bien, je dis banlieue, si vous étiez à l'extérieur des quartiers centraux, on pourrait dire ça comme ça, bien là, ils diraient là, ça serait vraiment plus difficile, tu sais. En fond, la question qu'on se pose dans un contexte territorial comme Québec, c'est est-ce que la dépendance à l'automobile est purement structurelle? Ou est-ce que finalement, il y a aussi un attachement psychologique qu'ont les gens à leur voiture? Puis est-ce que ça pourrait expliquer un peu leur réticence à vouloir se départir de leur voiture? C'est clair qu'il y a un enjeu de renforcement de la norme sociale en faveur de l'automobile qui est très fort. On la voit dans les médias. Il y a beaucoup de publicité aussi autour de... Tout à fait. On parlait de 500 millions de dollars dans les études récentes, là, oui, juste au Québec par année. Donc, c'est quand même beaucoup de matraquage, pour utiliser le mot fort, là, mais matraquage en faveur de l'industrie automobile. Il n'y a pas beaucoup de contre-publicité sur les désavantages. Mais il ne faut pas oublier que l'automobile, c'est confortable aussi. Hein? C'est silencieux, c'est climatisé, alors que les autres moyens ne sont pas tout le temps. Donc, il faut penser à changer ça, cette dynamique-là, de rendre l'autobus, le tramway aussi confortable. Et les pistes cyclables, je dirais, pourquoi pas les climatiser avec des arbres tout au long, que ce soit plus frais. Au total, il faut rendre la contrepartie aussi agréable que l'est l'automobile quand on oublie les embouteillages, bien sûr. Bien, c'est sûr que le confort, ça fait partie des avantages inhérents de la voiture. Puis c'est difficile de légaliser, mais il ne faut pas oublier que d'autres besoins qui permettent de combler la voiture. Puis il y a une symbolique de la voiture, comme Étienne l'a dit, qui provient de toute cette publicité-là. Puis les gens ont ce besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leur identité. Puis certains vont trouver le moyen de le faire à travers leur véhicule. C'est pour ça que certains vont avoir des véhicules de luxe, par exemple, exprimer leur identité, mais aussi leur statut social. Donc, c'est des éléments à ne pas négliger là, lorsqu'on tente de changer les habitudes de mobilité. C'est intéressant que tu abordes l'angle du statut social, parce que les jeunes sont de plus en plus enclins, en fait, sont davantage attachés au texto plutôt qu'à l'auto. C'est la formule qui est utilisée généralement. Il y a de moins en moins de gens au Canada et aux États-Unis qui obtiennent leur permis de conduire. Donc, peut-être qu'il y a juste un effet de retardement parce que les gens restent plus longtemps, on le verra dans le temps, mais il semble quand même que le taux de motorisation a tendance à diminuer. Peut-être parce que les gens veulent moins dépenser pour un bien puis aller plus vers la location ou avoir peut-être d'autres moyens de transport. Peut-être que la communication se fait plus avec les téléphones. On y va aussi plus vers le cocktail. Tu n'as pas besoin d'être pur végétarien ou pur carnivore dans la vie. Là. Tu peux prendre l'auto, le vélo, marcher, tout ça ensemble. Et ça, c'est intéressant, je pense, comme approche. En autant que ça se connecte bien. Hein, l'enjeu de la connectivité me semble important, qui a été oublié un peu. De 3, composée de 2 roux et d'une brune. Et voilà. Et c'est ça, on habite en ville. Puis on y travaille la majorité du temps. Mais on a une voiture qui est toujours là, prête à nous amener rapidement là où on veut. Fait qu'on... C'est ça, on l'utilise trop souvent. Salut! Comment tu vas? Bien, quoi? Ben, je sais pas, t'es comme tout rougeau. C'est sûr, j'ai couru soleil. toute... OK. Ça va? Ouais? Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'on aime ça savoir comment ça va quand tu reviens de l'école. C'est drôle.
J'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour être dans l'action, clairement. Je trouve qu'on en parle beaucoup de l'environnement, on en entend parler énormément, même des fois on est porté à juger, on est souvent dans la réflexion, en tout cas moi je parle pour moi évidemment, là, et puis les gens de mon entourage, puis j'ai l'impression que d'être dans l'action, de provoquer les choses, je ne sais pas tout à fait ce à quoi je dois m'attendre, j'ai une petite idée mais je ne suis pas sûr de l'ampleur de la chose, fait que j'ai envie vraiment d'être dans l'action, puis de tirer des conclusions, puis peut-être effectivement changer mon rythme de vie. Ça change les priorités, là, tout d'un coup, de ne pas avoir l'auto. Ouais. Je pense qu'on a une responsabilité individuelle. Puis personnellement, je vis plein de culpabilité par rapport à ce qui se passe là, dans le monde. Puis je pense que de se mettre en action pour essayer de changer nos propres petits comportements, là, je pense que la différence peut passer par là. Puis c'est une façon de se bousculer nous-mêmes puis de donner l'exemple à nos petits bonhommes aussi. La plupart de nos transports, avec le type d'horaire qu'on a, se fait avec la voiture, malheureusement. Donc, les courses, aller reconduire Lou, aller au chalet, aller voir nos parents. Le véhicule fait vraiment partie beaucoup de notre quotidien. Donc, ça va être un petit deuil à faire de se priver de cette liberté-là spontanée, parce que je pense qu'une question de spontanéité, c'est qu'on se fait un plan de match où on est en retard, où on a toujours l'auto qui nous permet rapidement de se revirer de bord puis de rattraper le temps perdu. Effectivement, on est souvent à dernière minute dans les choix qu'on fait. Ah, tu sais, faisons donc ça. OK. Ce qui nous permet, la voiture nous permet probablement de faire ça plus facilement. On va moins pouvoir être peut-être spontané qu'on l'est. Oui, on va devoir planifier, vraiment. Quand j'aurai plus accès à ma voiture, j'aurai beaucoup de plaisir à prendre mes rollerblades. Pour moi toute seule et pour accompagner Lou qui, lui, sera probablement en trottinette. Il y a les vélos aussi. On aime toujours ça. Puis la marche va faire aussi partie, là, c'est ça, de nos moyens pour se déplacer d'un point A vers un point B. Alors, ce qu'on observe chez cette famille-là, effectivement, c'est le cas, ça se représente partout dans la région de Québec. Il y a 2 millions de déplacements qui s'effectuent chaque jour à Québec. Et là-dessus, il y en a près de 65 % qui sont de l'auto-solo. Donc, c'est une situation généralisée. Beaucoup de personnes qui utilisent leur voiture tous les jours parce qu'ils habitent très loin de leur lieu de destination. Donc, finalement, ce qu'on observe, c'est l'aménagement du territoire et la difficulté peut-être d'avoir de l'offre alternative efficace dans un territoire aménagé comme ici à Québec, là, qui rend obligatoire ou presque la possession automobile sur le territoire. Là. Effectivement. À Québec, on se rend compte la pollution que ça crée. C'est pas que l'auto, évidemment, mais la majorité, c'est l'auto. C'est quand même 300 morts par année, alors que les accidents de la route, c'est 5 fois moins. C'est quand même une grosse différence. Et la personne la plus exposée là-dedans, c'est la personne qui est au volant derrière son volant dans l'auto, l'automobiliste dans un embouteillage, c'est la personne la plus exposée à l'année longue. Effectivement. Mais en même temps, il y a aussi l'auto-solo, l'automobile, la surreprésentation de l'automobile dans les rues de Québec puis des autres villes nord-américaines fait aussi qu'il y a beaucoup d'impact sur l'environnement, la pollution atmosphérique, mais sur la santé publique aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont des collisions, les usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes ont des collisions avec des automobilistes et on va avoir des problématiques de santé publique qui sont assez importantes aussi. Là. Au niveau des accidents de la route, mais aussi au niveau de la santé mentale aussi. On sait que le fait d'être pris dans le trafic, il y a différentes études qui ont démontré que le fait de passer beaucoup de temps dans sa voiture, pris dans le trafic, le stress que ça génère, ces gens-là sont généralement plus stressés même que ceux qui vont être dans le transport collectif. Là. Pour agir, à mon avis, sur les environnements, là, dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye de transformer les lieux physiques où vivent les gens en supportant notamment les municipalités, les villes, qui sont les gouvernements les plus proches des individus et des familles. De plus en plus, les familles veulent être dans un environnement où on est en bien-être, où on est en santé. Et donc, on agit sur quoi? On agit sur leur transport, les pistes cyclables, on agit sur l'accès à des épiceries proches de la maison pour pouvoir marcher, accès à du transport en commun qui nous permet d'éviter le véhicule automobile, ça nous permet à ce moment-là de marcher, de respirer dans des endroits où l'air est frais grâce aux arbres, qui à la fois diminuent la chaleur, mais aussi purifient l'air, parce qu'on sait que dans les villes, la pollution de l'air est un élément important pour les maladies pulmonaires.
Donc, l'aménagement du territoire, c'est une partie préventive très importante et les équipes de santé publique, en collaboration avec différents partenaires et les ministères de l'Environnement, essayent de prendre en compte cet aménagement urbain qui permet de maintenir les gens en santé dans tout leur cycle de leur vie. Je suis professeure, chercheur à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'éducation. Et puis là, c'est un grand tournant dans ma vie. Je suis en fait en retraite progressive. Donc, je vais travailler à 50 %, ce qui me permet de finir mes dossiers, de faire mes derniers enseignements. Et puis, disons, de finir ma carrière là, en ayant l'impression d'avoir bien complété ce que j'avais à faire. D'abandonner ma voiture, ma petite Yaris 2007 pendant 2 mois, je pense que c'est le résultat d'un processus de penser au transport actif, bon, pour la santé et tout ça. Bien, j'étais dans une démarche de me dire, est-ce que je me mettrais temporairement sur Communauto pour peut-être aller vers le transport électrique, mais attendre le titre d'apprivoiser, c'est toute une autre logique d'achat de voiture. Puis je me demande aussi, une voiture, c'est quand même très cher là, dans un budget. Fait que là, je me dis, en tant que retraite progressive, quand je vais être retraitée, je vais peut-être avoir d'autres priorités. Donc, je pense que c'est le résultat d'un cheminement, là, d'aller vers plus du transport actif. Et ça... regard là, par rapport aux défis. J'ai pas trop d'appréhension. Je suis quelqu'un de très débrouillard. Donc, je me dis, bon, à la limite, il y a probablement des choses où ça va être plus long, ça va me demander de la planification. Par exemple, je pense à des trajets qui sont moins desservis, par exemple, par le transport en commun. Là, moi, j'ai des répétitions de théâtre, c'est sur la rue Chabot, là, dans Vanier. Bien là, je vais voir avec l'application Nomade, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je marche ou que je m'organise avec d'autres comédiens, comédiennes pour qu'ils me covoiturent. Puis au pire, je vais prendre un taxi. Là, je me dis, c'est sûrement moins cher. Il y a des gens qui vivent juste avec des taxis sans jamais se limiter, puis qui disent que ça coûte beaucoup moins cher qu'une auto. Je fais toujours mon marché chez Roset sur Mégoire. Pour moi, ça fait partie d'un processus. Je pense que j'aurais peut-être fait de toute façon, mais là, c'est un engagement là, que je prends. Donc, tout ce qui est aller au travail, même faire mon marché, les trucs courants, ça va bien. Et je pense à des trajets qui sont moins desservis, par exemple, par le transport en commun. Je me dis, il va falloir que je m'adapte. Puis je me dis, bon, ben sinon, on loue une auto. Il y a quoi? Comme une auto. Donc, c'est vraiment il va falloir que je sois inventive, là. Pour une courte période, on se dit, si vraiment ça va pas, je pourrais reprendre mon auto. Je la vends pas, là, je la détruis pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau défi, puis ça fait partie vraiment d'un cheminement que j'avais un peu intérieurement. Puis quand j'ai entendu parler de ce beau projet-là, bien, je me disais, pourquoi pas le faire. Donc là, ça m'oblige à le faire. Pour vrai, pour vrai. Oui, bonjour, madame. C'est parce que je cherche, je ne sais pas comment on appelle ça, ces beaux chariots pour faire son marché. Sur le magasinage. Moi, je trouve que pour que ça change, il faut que le transport en commun soit bien organisé, sinon c'est impossible. Je pense que les gens vont se rendre compte que quand on a un bon système de transport en commun, quand on est en mesure de prendre sa bicyclette pour se déplacer, pour aller au travail, puis etc. Il y a moyen, à mon avis, quand on a des épiceries, des éléments à proximité pour aller faire son épicerie, si on n'a pas besoin de prendre sa voiture pour se déplacer, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est vraiment dans un meilleur état de santé parce qu'on marche, parce qu'on bouge, parce qu'on a accès rapidement aux choses. En plus, si on aménage adéquatement l'environnement avec de la verdure, ça a des effets sur la chaleur, ça a des effets sur la pollution de l'air, et on sait que les gens sont très sensibles à la pollution de l'air, particulièrement quand on vieillit. Donc, dès qu'on investit dans l'environnement dans lequel on vit, dès qu'on permet aux familles, à mon avis, d'utiliser les transports en commun, le transport actif et un environnement qui est beau, bien, c'est une question de santé et de bien-être. Ce qui est intéressant avec tous ces changements que vivent les familles, c'est vraiment les bénéfices pour leur santé qui vont s'introduire doucement dans leur vie.
D'abord, en prenant davantage de transports en commun, automatiquement, on marche plus. On se fait une demi-heure, peut-être un peu plus de marche par jour qui s'insère dans la vie normale et qu'on n'a pas besoin d'aller dans un gymnase pour se tenir en forme. Si, en plus, on fait le vélo, c'est formidable parce que là, on développe notre cardio-respiratoire et au total, on est beaucoup moins stressé parce qu'on ne conduit pas, ce qui, veut pas, induit un stress mental et un stress physique. C'est intéressant de voir qu'une ville aussi peut être plus apaisée, plus relaxe si on fait des transformations à l'intérieur de la ville. On donne plus de place aux piétons, plus de place aux cyclistes, on développe le transport en commun. Ça fait des villes qui sont plus adaptées, effectivement, qui vont donner une meilleure réponse environnementale, mais au niveau de la santé des gens, ça va induire des comportements qui sont positifs. Puis des changements comme ça, ça peut sembler très gros, très énorme à faire. Puis effectivement, c'est des changements importants, c'est des changements de paradigme importants. Mais il y a plein de villes qui le font. Copenhague, par exemple, 50 de part modale de cyclistes à tous les jours. Puis il y a quelques années, il y a quelques décennies, en fait, c'était des voitures partout sur le territoire de Copenhague. Donc, ils ont réussi à changer finalement les habitudes des gens. Puis ça, c'est ça qui n'est pas facile à faire. Parce que tantôt, tu mentionnais que l'offre de transport collectif avait augmenté, elle est en train d'augmenter perpétuellement sur le territoire de Québec. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que les gens sont pris dans leur pattern habituel. Ils ne reconsidèrent pas les nouvelles offres de transport, à moins qu'ils soient forcés d'une façon quelconque. Fait que là, c'est sûr que si on vient nous enlever notre voiture, on vient complètement bouleverser l'habitude. À ce moment-là, ça nous force à reconsidérer les alternatives à l'automobile. Puis on est peut-être plus ouvert aux différents arguments, comme la santé, par exemple, qui peut nous amener à essayer le mode de transport comme le vélo, ou même le transport collectif là, qui permet de marcher quand même beaucoup dans sa journée. Il y a des moments où c'est plus facile. Quand on change de travail, quand on déménage, quand on a des changements de vie importants. Alors, à ce moment-là, changer en pensant à mieux circuler dans la ville, à ce que ce soit plus agréable, plus pratique, moins polluant, c'est un très, très bon moment. Et puis, ça peut se faire plus en douceur, là. Alors, c'est un kit qui arrive tout d'un coup. Non, mais c'est vrai que c'est une belle opportunité. Puis, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quand on choisit une première ou une deuxième propriété, on doit seulement regarder l'argument du prix du foncier, le prix de la maison, le prix du terrain. Puis, effectivement, ça peut être une belle occasion de penser l'ensemble de son budget au regard de toutes les dépenses qui vont venir avec. Si on achète une maison qui est très loin, mais que le prix de la maison puis du terrain est vraiment peu élevé, on va peut-être tomber dans un mode où on va avoir besoin d'une première, d'une deuxième, d'une troisième voiture. Puis une seule voiture de moins pour un ménage sur la durée d'une hypothèque, c'est peut-être 70 à 150 000 $ de plus qu'on peut se permettre d'investir dans une maison qui est un actif qui prend de la valeur alors que l'automobile, elle, passe son temps à perdre de la valeur. Je suis une fille de Québec, j'ai toujours été ici, je suis enseignante depuis presque toujours dans ma carrière. Je suis une fille active, j'ai 2 enfants qui sont aussi très, très, très actifs. Puis notre vie tourne beaucoup, beaucoup autour du sport puis du plein air. Sinon, c'est ça, pas mal de va-et-vient en auto. Puis jusqu'à la fin de la journée, j'ai des commissions puis une soirée ce soir. Là, fait que c'est ma journée. Aujourd'hui, pas d'auto, ça serait pas facile. J'avais envie de vivre cette aventure-là pour un défi personnel, en fait, voir où j'en suis, là, comment je suis capable d'avoir pas la voiture directement dans la cour, comment je peux m'adapter à ça. Puis aussi, comme exemple pour les enfants, de montrer que même si on a beaucoup, beaucoup d'activités qui se font avec la voiture, qu'on est capable de s'arranger autrement. Les défis les 2 prochains mois, je pense que ça va être surtout quand je veux juste que maman me fasse un petit livre pour aller à la job ou des affaires comme ça. Ça se peut que ça soit juste plus pas. Ou juste c'est un petit livre quelque part, mais c'est vraiment juste ça. Le principal défi là, dans la façon dont notre vie est organisée là, présentement, c'est qu'on est quand même une famille de plein air. Il y a quand même beaucoup de camping. Là, c'est sûr qu'avec l'automne qui s'en vient, le camping diminue, mais camping, vélo de montagne, ça peut durer encore longtemps. Ou si vous avez été obligé de remplir votre agenda comme il faut jusqu'en décembre. Là. Quand ma mère m'a parlé du projet, j'ai dit que moi, j'aimerais ça le faire parce que ça donne, on utilise l'auto, mais quand on a commencé à habiter ici,
on n'avait pas d'auto encore. Fait qu'on prenait des communautos puis on vivait sans auto. Puis là, j'ai dit, ben ça pourrait être le fun de revivre ça pendant 2 mois. Puis moi aussi, j'aimerais ça montrer aux gens que c'est possible de vivre sans auto. Mon frère, a fallu qu'on le convainc un peu parce qu'il voulait pas trop se faire filmer puis il disait sans l'auto, ben on pourra plus rien faire. Mais là, on a réussi à le convaincre puis là, je pense qu'il va aimer ça. Là. Ben, j'ai pas trop de motivation, je le fais plus pour ma mère. Là. Le défi, qu'est-ce que ça représente? Bien, sur le coup, en fait, j'étais super enthousiaste quand j'avais vu ça passer. J'ai posé ma candidature. Après ça, j'ai hésité un peu, pour vrai. Puis finalement, le défi, ça représente vraiment, je pense, je le fais pour montrer aux enfants qu'on peut le faire, puis comme se tester aussi, voir à quel point on est capable de s'adapter au fait de ne pas avoir de voiture dans la cour. Puis en parlant avec eux, on s'est rendu compte que, surtout parce qu'on l'a déjà essayé il y a quelques années, on se rappelle que c'est pas parce qu'on n'a pas notre voiture à nous qu'on n'utilise jamais de voiture. Ben là, c'est jour moins 1, hein? La semaine prochaine, à Ma vie sans mon auto. Qu'il pleuve, tonne ou vente, je suis prête. On en est déjà à se dire, et si peut-être effectivement au bout de ça, on décidait qu'on en avait vraiment plus besoin. La voiture, écoute, je dis ça là. Moi, d'après moi, on va rentrer là. 2 mois sans auto. Pensez-y, c'est tout un pari. En plus, les participants vont devoir vivre leur péripéties à chaque semaine devant la caméra. Les défis sont nombreux, mais les bénéfices risquent de l'être encore plus. Mais ils m'ont convaincu. Embarquez-vous? Moi, oui. Après tout, c'est seulement 2 mois. Pendant que maman joue le soir, papa se charge d'amener garçon à l'école le matin. De faire le devoir, de faire le repas. Ah! La vérité sort de la bouche des enfants. Qu'on passe par la 13e ou par la 12e? Vous allez voir, on l'oublie, la caméra. Ouais.